Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 22 heures dont voici les titres. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a eu lieu aujourd'hui la 8e séance du Conseil des ministres où cette question était à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, cette fois à Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens mangent un seul repas tous les 2 et 3 jours. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui 6 mai la 8e séance du Conseil des ministres où cette question était à l'ordre du jour. Pour plus de précisions, écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Rahman Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 mai 2025 la 8e séance du Conseil des ministres et était à l'ordre du jour. Cette question. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Première question. Projet de loi portant ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Le projet de loi a pour objet la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba. Ce protocole constitue un instrument juridique continental majeur visant à renforcer la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées. Il s'inscrit dans la dynamique engagée par l'Union africaine en faveur de l'égalité, de la non-discrimination et de l'inclusion effective des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale. En tant qu'État membre de l'Union africaine et partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits humains, la République de Djibouti réaffirme, à travers cette ratification, son engagement à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées. Cette démarche s'aligne pleinement sur les objectifs de la stratégie nationale du handicap 2021-2025 et vise à renforcer les cadres juridiques, institutionnels, administratifs existants. Ministère de l'Environnement et du Développement durable. Deuxième question. Projet de loi portant ratification par la République de Djibouti de la Charte de l'Initiative pour le Moyen-Orient. En tant que pays fondateur de l'Initiative pour le Moyen-Orient vert, IMEG, notre pays joue un rôle central dans cette initiative régionale lancée au sommet de Riyad de 2021. L'IMEG vise à répondre aux enjeux environnementaux croissants dans la région en mettant l'accent sur la lutte contre la dégradation des terres, la préservation des écosystèmes et le soutien aux projets de restauration environnementale. En ratifiant cette charte, la République de Djibouti confirme son rôle actif dans les négociations environnementales et s'affirme comme un acteur majeur dans la lutte contre les défis environnementaux régionaux, notamment la désertification et la gestion durable des ressources en eau. Troisième question. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet de décret portant approbation des plans détaillés d'aménagement urbain des villes d'Ali Sabié, d'Arta, de Dikil, d'Obok et de Tadjoura. Le projet de décret a pour objet l'approbation des plans détaillés d'aménagement urbain des chefs-lieux de région de l'intérieur. Ces plans s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations définies par les schémas directeurs d'aménagement urbain propres à chaque région, tels qu'approuvés par la loi numéro 129/AN 16 7e L du 16 juillet 2016. Les SDAU constituent des documents de référence pour la planification urbaine à court et moyen terme. Ils permettent notamment de délimiter les zones d'extension destinées à l'habitat, de définir les tracés des voies primaires, secondaires, de localiser les équipements sociaux des bases ainsi que d'identifier les zones à restructurer à raison de leur insalubrité. Quatrième question. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le bilan 2022 de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le projet d'arrêté a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale de la promotion de la culture
ANPC, arrêté à la date du 1er janvier 2023, dont le total de l'actif s'élève à 4 371 439 901 francs Djibouti. Ces bilans d'ouverture visent à déterminer la valeur du patrimoine constituant la base de création de l'ANPC instituée par la loi numéro 173 AN 22 8e L du 2 janvier 2023. L'adoption de ces projets d'arrêté vient ainsi compléter les dispositifs juridiques institutionnels nécessaires à la mise en place effective de l'agence et conditionne le démarrage opérationnel de ses activités. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres questions à l'ordre du jour, réécoutant le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein. Cinquième question. Ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession notariale. L'agrément a été accordé à Mme Amira Mohamed Ali et Abdurrahman Roble Jama afin d'exercer la profession notariale. Sixième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de la Défense d'une parcelle de terrain d'une superficie de 8 297 mètres carrés située au mont Reissali, dans la région de Tadjoura. Cette parcelle est destinée à l'installation d'un radar maritime de surveillance côtière. Enfin, communication et compte rendu de mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait un rapport sur la seconde visite de son Excellence Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte à Djibouti, le mercredi 23 avril 2025. Il a également fait un compte-rendu de la participation du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République gabonaise, un événement qui s'est tenu à Libreville le dimanche 3 mai. La ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation a fait un compte-rendu de sa participation au premier forum sur l'investissement direct qui s'est tenu à Islamabad, au Pakistan, du 29 au 30 avril 2025. Pour sa part, le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a fait un compte-rendu sur sa participation à la 51e session de la conférence de l'Organisation arabe du travail qui a eu lieu au Caire du 19 au 26 avril 2025. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a fait un compte-rendu sur le lancement prochain de la chaîne RTD Éduc en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a également fait un compte-rendu sur le séminaire régional de la radiocommunication pour l'Afrique qui s'est ouvert à Djibouti le 5 mai 2025. Pour sa part, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a présenté au Conseil le compte-rendu relatif à sa participation au sommet extraordinaire qui a réuni les pays contributeurs des troupes à la mission de l'Union africaine d'appui et de la stabilisation en Somalie qui a été accueilli par l'Ouganda le 25 avril 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, a fait un rapport de sa mission et la participation de la République de Djibouti aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI du 21 au 26 avril 2025. Enfin, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a présenté le compte-rendu de sa mission de travail en Chine du 27 avril au 1er mai 2025. Merci beaucoup. Également dans l'actualité, il y a ce communiqué émanant des affaires musulmanes et des biens waqf à l'endroit des futurs pèlerins que les horaires de se présenter à l'aéroport pour les vols à destination de Médine sont fixés au premier vol qui aura lieu jeudi 8 mai 2025 à 16h. Pour ce qui concerne le deuxième vol, il est pour le mardi 13 mai à 15h. Troisième vol dimanche 18 mai 2025 à 6h. Et pour le quatrième vol, ça sera pour le jeudi 22 mai à 6h du matin. Nous rappelons également à chaque pèlerin de se munir impérativement de son passeport et ainsi que
de son badge d'identification, mais également des médicaments nécessaires en cas de maladie chronique. Nous remercions tous les pèlerins de leur ponctualité et de leur collaboration. Fin de communiqué. Et en ce mardi 6 mai, le parc de loisirs dit donc Ali Ahmed Oudoum a été officiellement inauguré à Hayou en présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional, de l'invité d'honneur Burhan Gadile, ainsi que de nombreuses personnalités locales. La gestion de ce parc a été confiée à M. Hamad Ahmed Youssouf, une figure éminente de la région connue pour son engagement exemplaire, son attachement profond à sa ville natale. Ce parc, le tout premier du genre dans les régions de l'intérieur, représente un espace de détente, de bien-être, de cohésion sociale pour la population locale. Ce nouveau parc, pensé comme un héritage commun, représente bien plus qu'un simple espace vert. Il incarne un lieu de rencontre, de détente, de partage ouvert à tous les Obokois et Obokoises, ainsi qu'aux futures générations. Conçu pour la convivialité tout en respectant l'environnement, le parc est désormais un symbole de l'attachement profond de la communauté à sa ville. Ce parc n'est pas seulement un aménagement urbain, il est un appel à la responsabilité collective. Son entretien, sa préservation, sa valorisation dépendront de l'implication de chacun des habitants ainsi que des invités à prendre soin comme étant un trésor commun. Et à l'issue de la visite du parc, le gérant de ce parc nous a confié donc ses impressions. C'est avec une grande fierté et une immense émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce jour marquant l'ouverture de ce parc de loisirs Ali Ahmed Oudoum. Ce lieu, je le perçois comme un héritage commun, un bien précieux qui appartient à tous les Obokois. Ce parc est le vôtre. Il a été conçu pour vous, vos familles, pour la génération future. C'est un espace de rencontre, de détente, de partage, où la nature côtoie la convivialité, mais pour qu'il conserve toute sa beauté et sa fonctionnalité, il a besoin de notre engagement, de votre engagement. Prenons-en soin avec respect et responsabilité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Conseil régional d'Obok pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant la gestion de ce parc. Votre soutien a été essentiel pour mener à bien ce projet. Je souhaite également remercier la DDS pour son travail remarquable dans la construction de cet espace. Sans votre expertise et votre dévouement, nous ne serons pas réunis ici aujourd'hui pour célébrer cette réalisation. Merci à vous tous, à votre enthousiasme, votre soutien. Que ce parc soit un lieu de fierté, de joie et d'unité pour Obok. Ensemble, faisons de ce parc un symbole de notre attachement à notre ville et à notre communauté. Vive Obok, vive le parc Ali Ahmed Oudoum. Merci. Autre intervention, c'est celle du président du conseil régional, suivie de celle du préfet de la région d'Obok. Nous sommes ici pour lancer officiellement l'ouverture du parc des loisirs que nous avons dénommé Parc Ali Ahmed Oudoum et que nous avons confié à un fils du pays, à une personnalité de la région, en la personne de M. Hamad Ahmed Youssouf. Je voudrais lui dire un grand merci de nous avoir conviés à cette inauguration. Mesdames et messieurs, cet endroit est un endroit qui a l'histoire dans notre région. Pour rappel de mémoire, ces parcs, à l'époque, ils ne s'appelaient pas parcs, mais ils ont été construits dans les années 85. Si on regarde par drone ou par vue aérienne, il a la forme de la République de Djibouti. Et les kiosques qui s'y trouvent
est situé sur les points qui ancrent la ville, la région, la ville de Bok. Aujourd'hui, alhamdulillah, ce parc est l'attrait de tout Djibouti. Tout Djibouti nous demande où est situé ce parc. Et ça, c'est une fierté bokoise. La deuxième chose dont je suis fier aussi, c'est le choix du gérant. Vous savez, le conseil régional, bien que la redevance va booster la fiscalité locale, ce n'était pas l'élément premier qui nous a motivés à mettre ces parcs en gestion. Mais il fallait trouver une personne qui a une vision, faire de ces parcs un lieu attractif où les visiteurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, des touristes ou des simples Djiboutiens, quand ils viennent à Obok, ils se plaignaient que l'on n'ait pas un endroit où on peut s'installer. Aujourd'hui, on peut dire que tout simplement, quand il y a les VIP, quand il y a les hautes personnalités qui viennent, ils savent vraiment où venir se détendre et nous savons vraiment où les emmener. Et ça aussi, c'est une fierté. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'inaugurer ce parc. Ce n'est pas la première fois qu'on inaugure, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on inaugure sa gestion. Et à la tête de cette gestion, un homme réputé, un homme connu à Obok, M. Hamed Ahmed. Nous vous disons merci. Ce parc n'appartient pas seulement au conseil régional ni à M. Ahmed, mais il faut le rappeler, il appartient à tous les Obokois. C'est à nous de le faire vivre. Sans nous, ce parc ne peut exister. Ce parc a aussi une connotation historique, puisqu'il porte le nom de Ali Ahmed Oudoum, qui n'a pas été seulement un indépendantiste donc reconnu, qui s'est battu pour notre indépendance, mais aussi un artiste et compositeur reconnu nationalement. Et c'est un honneur de donner son nom à ce parc, car nous nous identifions tous à M. Ali Ahmed Oudoum. Ce parc est un atout pour Obok. Ce n'est pas seulement un parc de loisirs, c'est un centre de rencontres et d'échanges. Ce parc a été trouvé dans le projet du conseil régional, mais aussi a été initié par notre ancien préfet, que nous remercions d'ailleurs d'ici, M. Abdelmalik Mohamed Banaita. Nous disons merci. Sport cette fois en athlétisme, ces brillantes performances des athlètes djiboutiens à Tokyo et aux qualifications mondiales. Samedi 3 mai 2025, lors d'une course sur route de 5 km à Tokyo, l'athlète djiboutien Mohamed Ismail Ibrahim, surnommé Fatah, a réalisé une performance remarquable en se classant deuxième et en établissant un nouveau record national avec un temps de 13 minutes et de 10 secondes. Par ailleurs, Samia Hassan Nour a également brillé lors de cet événement en terminant deuxième du 10 000 mètres avec un temps de 30 minutes et de 40 secondes, établissant ainsi un nouveau record national en se qualifiant pour le championnat du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo. Ces performances exceptionnelles témoignent du dynamisme de l'athlétisme djiboutien sur la scène internationale. Place cette fois à ce dossier de ce 22h dans lequel nous allons parler de la sécurité routière, une priorité nationale. Éviter les accidents s'avère être un combat au quotidien pour les agents de la sécurité routière. De Djibouti-Ville jusqu'à Talafi, en passant par des points névralgiques comme Ouéa et Gourhabou, la route numéro 1, longue 220 km, est la colonne vertébrale du commerce entre Djibouti et l'Éthiopie, deux pays liés par un destin économique commun. Cet axe, vital pour l'économie nationale, est le cœur battant du flux logistique entre Djibouti et l'Éthiopie. Plus de 4000 véhicules, principalement des camions poids lourds éthiopiens, empruntent chaque jour sur cet axe névralgique. Alors la vigilance sur cette portion reste de mise et l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale qui incarne cette vigilance permanente
L'unité de l'escadron de la sécurité routière a pour mission principale de sécuriser la route nationale numéro 1 et d'assurer la fluidité de la circulation tout au long de cette route qui est la principale voie terrestre du pays reliant l'Éthiopie et Djibouti. L'ESR a également pour mission de réaliser le constat d'accidents, assurer l'escorte des camions des grands gabarits ou transportant des marchandises et matériaux sensibles. L'ESR dispose des personnels féminins et masculins qui font preuve d'abnégation remarquable dans leur engagement au profit des sécurités des usagers de la route depuis PK12 jusqu'à la frontière Kalafi. Les éléments de l'ESR sont sur tous les fronts pour résorber l'insécurité routière. L'escadron sécurité routière opère en permanence sur l'axe principal les plus fréquentés de la route nationale numéro 1 pour répondre aux préoccupations croissantes liées aux accidents de la route et de la sécurité des usagers. Cet escadron a connu une évolution significative visant à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur le corridor reliant Djibouti à l'Éthiopie. Il dispose de 3 brigades et des postes routiers le long de ces corridors pour assurer une couverture efficace de la zone de compétence. Malgré ces efforts, les accidents de la sécurité routière demeurent fréquents sur le corridor. Pour répondre aux enjeux de la sécurité, l'escadron sécurité routière a mis en place plusieurs actions concrètes, notamment le renforcement du contrôle routier, en particulier sur la vitesse et l'alcoolémie. L'escadron utilise des équipements tels que les cinémomètres pour détecter l'excès de vitesse et l'alcotest pour identifier les conducteurs sous l'influence des alcools. Mais également aussi, elle mène des campagnes de sensibilisation. Les gendarmes routiers intensifient les efforts de contrôle régulier sur les axes à fort trafic. Conscient des enjeux sécuritaires, le Djibouti Port Corridor Road apporte à l'escadron de la sécurité routière un important soutien matériel de dernière génération, indispensable à l'accomplissement efficace de ses missions de sécurisation de cet axe névralgique. L'escadron de la sécurité routière a été doté d'une flotte de véhicules adaptés aux réalités du terrain, notamment un remorqueur pour évacuer les camions accidentés, grues pour dégager rapidement les chaussées en cas de retournement, mais aussi récemment la digitalisation des processus de gestion des infractions routières et des accidents dans un souci de traçabilité, d'efficacité administrative et de réactivité. Ce renforcement logistique a radicalement transformé les capacités de réponse de l'escadron. La coopération entre l'ESR et le DPCR illustre une synergie gagnante au service de la sécurité, de la performance logistique et du développement durable. L'escadron sécurité routière n'est pas le seul à opérer. Elle est soutenue par les DPCR. Nous remercions les DPCR qui sont toujours à notre côté pour garantir la sécurité routière. Chaque jour, sans repos, ces femmes et ces hommes en uniforme bleu honorent leur mission par tous les temps, face à tous les risques. Ils incarnent la sécurité, la fluidité et la résilience d'un corridor vital. Dans le reste de l'actualité, il y a cette première édition du Sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement qui se tient à Mumbai en Inde. À travers ce rendez-vous inédit de 4 jours, les autorités indiennes entendent bâtir une économie forte autour du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de l'animation, de la narration, entre autres, un tournant important de l'audiovisuel et du cinéma dans le monde. Il faut noter que 75 pays d'acteurs de renom de Hollywood, Nollywood, Bollywood participent à ce sommet pour une connexion d'idées et d'expériences. Plus de 120 panels de discussion ont été au programme pour 4 jours. À Gaza, des centaines de Palestiniens mangent un seul repas tous les 2 et 3 jours. Explication.
Nations Unies pour le réfugié palestinien a déclaré mardi que des centaines de milliers de Palestiniens à Gaza ne mangent qu'un seul repas à tous les 2 ou 3 jours en raison de la politique de la faim menée par Israël. Le porte-parole de l'Agence pour le réfugié palestinien a déclaré dans un communiqué que des centaines de milliers de Palestiniens ne mangent qu'un seul repas tous les 2 ou 3 jours. Il a ajouté que plus de 66 000 enfants à Gaza souffrent de malnutrition aiguë en raison de la politique de la faim menée par Israël. Le porte-parole Adnan Abu Asna a souligné que l'agence ne fera pas partie du plan israélien visant à distribuer l'aide humanitaire à Gaza, expliquant que le dit plan ne respecte pas les normes de l'ONU. Israël a annoncé aux Nations Unies son plan de distribuer de l'aide aux Gazaouis de manière centralisée dans des centres contrôlés par l'armée. L'ONU a rejeté ce plan, dénonçant une stratégie militaire qui viole les principes humanitaires fondamentaux et estime que certaines zones resteront privées d'approvisionnement. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.